Ulrike Guérot, on va encore une fois revenir, mais recollons les morceaux du puzzle. Vous avez parlé de beauté, vous avez travaillé avec Jean-François Billetter, qui est un Genevois, enseigne en tout cas à Genève sur la Chine, et c'est lui qui finalement introduit vos idées en français dans un petit livre magnifique intitulé Demain l'Europe. Toujours par ces petits bouts, on peut commencer à voir votre puzzle européen. Et ce livre se termine sur une très belle phrase que je voudrais vous citer, et je crois que vous serez d'accord avec lui. Il s'agit du destin de l'Europe. Elle doit trouver en elle la force de résister aux puissances qui veulent la démembrer et de s'affirmer à nouveau dans le monde, dans son intérêt et dans celui du monde, car pour l'instant, elle seule dispose des ressources qu'il faut pour avancer dans la voie tracée ici. Son histoire l'y conduit. Si elle réussit, ce sera le retour de la beauté. Donc, comme vous, il fait ce lien entre la politique, l'existence des citoyens, un désir finalement qui peut revenir en Europe, un désir d'Europe, Ulrike Guérot. Une esthétique de politique, une esthétique de la politique, et la République, c'est l'esthétique de la politique, parce que, à commencer par Platon, Aristoteles, puis Cicéron, qui bien a défini que la République c'est quoi, c'est ceux qui s'engagent sur le fondement de l'égalité de la loi, dans un projet politique. Ils fondent une République, et la beauté, c'est que la beauté de la définition de Cicéron est bien que ça n'a pas de contour ethnique, c'est-à-dire ceux qui se concentrent sur du droit égal. Et je trouve que pour l'Europe, ça s'applique, mais presque intuitivement. Et c'est là où Jean-François Billetter, que je connaissais pas, mais que j'ai rencontré, parce que justement, j'avais une invitation par la chaire de philo à Nantes avec Jean-Luc Ferry, puis après, j'étais à la Sorbonne, où maintenant, on va publier ce texte. Vous circulez effectivement mais entre c'est là tous les lieux de pensée européenne en Europe. Non, peut-être pas tous, mais enfin beaucoup. Vous tissez la toile. C'est-à-dire que la toile, c'est pas moi, c'est pas moi, mais je trouve que en général maintenant on tisse les étoiles. N'oublions pas que déjà dans les Moyen Âges on a parlé de la République des lettres, et la République des lettres c'était Dante, Erasmus et tout, et donc c'est là où tout a commencé, c'est-à-dire quand l'Église s'est divisée entre protestants et catholiques, c'était la République des lettres, c'était de Bologne à Paris, à Cologne, à Prague, où les universités avaient tous un canon identique pour faire la République des lettres, et c'est sur cela que l'héritage culturel européen se base. Et en nommant mon projet politique République européenne, je voulais aussi rappeler à ça, c'est les lettres qui nous ont unis tout le temps déjà. Oui, vous le citez, Jean-François Billetter aussi le cite bien, et d'une certaine façon, là aussi, on s'approche peut-être du nœud de la résistance française à votre idée. Jean-François Billetter, je crois, ou vous-même, quelque part, dites que finalement la République des lettres a précédé la République française, l'a rendue possible. S'il n'y avait pas eu les intellectuels, les philosophes européens, il n'y aurait pas eu non plus les Lumières françaises et donc la Révolution française. Et en même temps, la Révolution française a accompli la République des lettres dans une république, peut-être aussi la enfermée dans un cadre national. Je ne sais pas s'il faut dire enfermée, mais là, en tout cas, incarnée dans un cadre national, là aussitôt aussi mise en guerre avec les autres nations européennes. Donc pour vous, il y a une sorte d'épisode national de la République, mais la République peut être transnationale.